Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Télémiroir. Au sommaire de celui-ci, ce soir, l'attaque de la supérette de Val-de-Gour la nuit dernière à Nîmes, la préparation du conseil municipal de demain matin toujours à Nîmes et puis les vendanges tardives dans le département du Gard. Nous ouvrons cette édition du vendredi 2 octobre par cette action menée ce matin dès 6 h par des arboriculteurs gardois devant la préfecture du Gard. Comme vous le découvrez sur ces images tournées ce matin par Olivier Michel, les arboriculteurs gardois ont déversé des pêches et des pommes devant les grilles de la préfecture avant de repeindre ces dernières. Rappelons que les arboriculteurs avaient déjà manifesté la semaine dernière en occupant la direction départementale de l'agriculture à Nîmes. Une action coup de poing qui s'est également traduite par des jets de peinture sur les édifices nîmois du Crédit Agricole, de la Banque Populaire du Midi, l'Hôtel des Impôts et la direction départementale de l'agriculture. Malgré l'annonce faite par le ministre Bruno Le Maire d'une mise à l'étude des charges patronales pour les saisonniers afin de diminuer le coût de la main-d'œuvre en France, plus élevé que dans les autres pays d'Europe, les arboriculteurs déplorent toujours que ce dispositif ne soit applicable qu'en 2010. Ces derniers dénoncent également la concurrence déloyale à laquelle ils sont confrontés et exigent des mesures pour 2009, demandant notamment un allègement des charges patronales pour cette année et une juste rémunération de leurs produits. Le syndicat des arboriculteurs gardois annonce ce soir que le mouvement de protestation est toujours en cours. Et puis autre signe visible de la crise dans le monde agricole avec cette action des jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône qui dans la nuit de mercredi à jeudi ont drapé de noir la fontaine de la place de la République à Arles afin de manifester leur colère mais aussi demander de l'aide comme l'indiquaient les messages visibles sur les larges bandes de plastique noir qui avaient été déployées. À la page des faits divers, la nuit dernière a été marquée par cette attaque à la voiture bélier contre la supérette du quartier de Val-de-Gour à Nîmes. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer, en plus d'actes de vandalisme qui interviennent quelques heures après l'acquittement du gendarme Chambard aux assises du Gard dans l'affaire de la mort de Mourad, un jeune issu de ce quartier. Si le lien n'a pu être fait pour l'heure par les enquêteurs, cette nouvelle infraction nocturne dans la supérette du quartier pourrait annoncer sa fermeture prochaine. Alain Bellon a rencontré aujourd'hui le responsable de la supérette. La supérette de Val-de-Gour, réouverte fin 2007, a subi dans la nuit de jeudi à vendredi un acte de vandalisme. Une voiture bélier a permis à des individus de commettre des dégâts à l'intérieur de la supérette. En partant, ils ont mis le feu à cette voiture qui leur a servi à commettre cet acte. Moi, j'étais fait réveiller par les policiers à mon domicile, en m'avertissant que votre magasin il a eu des dégâts et qu'il faut aller sur place. Et quand il est venu constater les dégâts, et puis voilà, je suis là depuis matin 4 h, je fais le gardien, et en même temps il attend de constater. Pas quoi, il n'y a aucune réponse à vous donner, parce que je ne sais pas moi-même, pas quoi. Voilà. Mais ce qu'on envoie, c'est plutôt pour démolir, de casser, de me faire mal à moi, parce qu'il n'y a pas de. On ne peut pas dire qu'il y a eu de vol. Peut-être quelques bouteilles d'alcool ou un caisse qu'ils ont pris ou un caméra qui était là, mais bon, par rapport à dégâts collatéraux qui sont de frigo, des chambres froides, des groupes réfrigérés, le bureau et de tout le marchandise avec l'incendie qui est invendable. Les dégâts sont colossaux. Hein. Ça, on attend de constater avec l'expert. On verra combien ils sont. Hein. Ça, on ne peut pas le savoir maintenant. Pour Mohamed Arif, cet acte sonne à la fin de la supérette de Val-de-Gour. Et puis cet après-midi s'est déroulé au 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes une cérémonie militaire en l'honneur du légionnaire ukrainien Ihor Tchetchoulin, mort dans un accident de véhicule blindé dimanche dernier en Afghanistan. Une cérémonie qui s'est faite en présence des parents, du frère et de la sœur du soldat défunt qui a été élevé au grade de caporal-chef par le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants Hubert Falco. Au chapitre politique, les militants socialistes ont voté à travers la France afin de désigner leur tête de liste en vue des prochaines élections régionales du mois de mars 2010. En Languedoc-Roussillon, le duel entre Éric Andrieux et Didier Codorniou a tourné à l'avantage de ce dernier avec 63% des suffrages obtenus
en faveur donc du maire de Gruissant. Ce proche du président Georges Frêche a même obtenu 70,4% des voix sur le seul département du Gard. Une victoire qui annonce désormais l'élaboration d'une stratégie nouvelle pour l'équipe socialiste, désireuse de faire l'union autour du président sortant et de faire valoir ses arguments auprès du bureau national du Parti socialiste. Tous les détails sur cette journée de vote avec Pierre-Paul Castelli. Tu le mets dans cette urne et le bulletin, tu le mets dans cette urne. D'accord ? À voter. Encore une fois cette année, les adhérents du Parti socialiste auront participé à un vote interne. Il s'agissait ce jeudi 1er octobre de donner son avis sur la rénovation du parti en répondant à des questions sur les primaires ou sur le non-cumul des mandats. L'autre consultation concernait le choix du premier socialiste pour conduire le parti jusqu'aux élections régionales de mars prochain. En lice, Didier Codorniou soutient inconditionnel de Georges Frêche, le président sortant, et Éric Andrieux plus réservé par rapport au même Georges Frêche. Au final, le suspense n'aura pas duré, Codorniou l'emporte largement dans le Gard et dans la région. Et le résultat est sans appel. Je crois qu'il est incontestable, sans appel, il est net, puisque 70%, plus de 1100 socialistes ont choisi Didier Codorniou et donc Georges Frêche. Il est amplifié par le résultat régional, puisqu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ce que nous avions indiqué, Didier Codorniou va clairement se rapprocher de Georges Frêche pour lui demander d'être dans cette liste, et on va négocier, en tout cas on va porter cette volonté des militants auprès de Martine Aubry, qui recevra à la fois Didier Codorniou, mais aussi les présidents de conseils généraux, notamment Damien Larry, et moi-même comme premier secrétaire fédéral. Du côté des partisans d'Éric Andrieux, la déception visible à l'issue du scrutin a laissé place à un discours plus consensuel. De toute façon, on est socialiste avec Didier Codorniou, évidemment qu'on va se rallier. Après, nous, simplement, avec Georges Frêche, on va simplement essayer d'imposer notre pacte de gouvernance, quoi. Donc évidemment que demain, maintenant, on doit se battre pour le maintien de la région à gauche, quoi. Le chemin pour les socialistes reste long avant les élections. Didier Codorniou devra d'abord convaincre le bureau national et Martine Aubry de bien choisir Georges Frêche comme tête de liste. Il faut également préparer les alliances avec les Verts, les communistes ou d'autres forces de gauche ou du centre pour le premier ou le second tour. Et dans les autres régions françaises, les présidents socialistes sortants devaient être réinvestis, soit 18 sur 22 régions en métropole, en plus du président de Guadeloupe, Victorin Lurel. Du côté de l'UMP, 3 candidats sont en lice en région PACA pour conduire la liste de la majorité face au président socialiste sortant, Michel Vauzel, Bernard Deflessel, Thierry Mariani et Guy Tessier. Ce dernier venant de recevoir le soutien de 8 députés UMP de la région. La tête de liste UMP pour ces régionales sera connue d'ici la fin de semaine prochaine. Derrière le changement de statut de la Poste et l'ouverture de son capital, plusieurs partis de gauche et organisations syndicales craignent une privatisation à court terme de l'opérateur postal français. C'est demain samedi que doit s'achever la votation citoyenne sur l'avenir de la Poste, organisée par une soixantaine d'organisations et qui devrait donner une idée plus précise de l'opposition au projet gouvernemental de transformation de l'entreprise en société par action. Ce matin, à Nîmes, sur les marchés du Jean Jaurès et de Courbessac, le public était appelé à répondre à cette question. Le gouvernement veut changer le statut de la Poste pour la privatiser. Êtes-vous d'accord avec ce projet? Une action qui, selon les organisateurs, pourrait permettre de demander à ce même gouvernement un véritable référendum sur la question. Plus d'explications dans ce sujet signé Alain Mellon. La future privatisation de la Poste a amené divers syndicats et partis politiques à lancer une consultation nationale. Depuis le 29 septembre, à Nîmes, des urnes et des bulletins de vote sont à la disposition du grand public. On propose aux gens du marché de venir se prononcer sur la privatisation de la Poste. Bien sûr, nous les appelons à voter non. C'est un événement extraordinaire puisque partout en France, des lieux comme ci se tiennent. Et demain, ça va être encore quelque chose de vraiment exceptionnel puisque on fait état de plus de 5000 lieux partout en France. Les gens pourront se prononcer pour ou contre la privatisation de la Poste. Nous, ce que l'on veut, c'est obtenir du gouvernement qui retire son projet de privatisation, qu'il organise un débat public sur la Poste, puisque
effectivement, on n'est pas non plus pour le statu quo. On pense qu'il faut que la Poste puisse revenir à des valeurs, au respect des valeurs de service public. Il chiche au gouvernement, organiser un référendum et vous verrez bien si les Français approuvent ou pas la privatisation de la Poste. On est vraiment dans une dynamique et je crois qu'il y a plusieurs millions de Français qui vont se prononcer. Les chiffres sont vraiment très importants et dans le Gard, on espère vraiment faire peut-être 30 ou 40 000 votants. On va voir ça demain. Ce samedi 3 octobre, 9 points de vote situés devant les bureaux de poste seront présents. Le dépouillement sera réalisé à partir de 18 h au Prolet, rue Jean-Reboul à Nîmes. Et cette concertation populaire se poursuivra donc demain samedi 3 octobre. Les militants nîmois du PCF, relayés par leurs partenaires du comité départemental, seront présents également au hall de Nîmes, puis investiront l'après-midi la place de l'Horloge. Demain matin se tiendra à l'hôtel de ville de Nîmes la première séance du conseil municipal depuis la rentrée. 108 questions seront à l'ordre du jour, avec notamment la question relative à l'approbation de la 6e modification du plan local d'urbanisme que nous avons évoqué cette semaine dans nos éditions. Une délibération où l'opposition tentera de faire entendre sa voix. Ce matin, les conseillers municipaux communistes ont évoqué le bilan de la majorité municipale depuis la réélection de l'équipe conduite par Jean-Paul Fournier en mars 2008. Des élus communistes qui réclament plus de démocratie, selon leurs propres termes, lors des séances du conseil municipal, notamment sur la question des prises de parole. Alain Bellon les a rencontrés dans un célèbre café nîmois. Les élus communistes dans l'opposition au conseil municipal de Nîmes ont fait le bilan 1 an et demi après l'élection municipale. Ils réagissent et donnent leur réflexion sur certains dossiers, ainsi que sur leur participation au conseil municipal. Nous souhaitons effectivement pouvoir faire connaître nos réflexions, nos propositions avant le conseil municipal de ce samedi, parce que généralement ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas nous exprimer au conseil municipal. Lorsque les élus d'opposition souhaitent s'exprimer sur un sujet, ils en sont généralement empêchés. D'autant plus qu'actuellement est discutée au niveau national la réforme de la taxe professionnelle qui représente 45 millions d'euros pour Nîmes. Par quoi va-t-elle être remplacée? Par des dotations d'État dont on sait qu'elles diminuent régulièrement. Donc si l'État ne finance plus au bout de quelques mois, quelques années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la collectivité est obligée de se retourner vers les habitants et d'augmenter la fiscalité. Est-ce qu'on va vers un nouvel impôt pour la communauté d'agglomération? Ça mérite quand même discussion. Le plan local d'urbanisation sera un dossier du conseil municipal ce samedi. Pour les élus communistes, le manque de concertation est là. Il y a un dossier particulier ce samedi au conseil municipal, c'est celui de la révision du plan local d'urbanisme, du PLU, qui, nous le pensons, s'est fait comme habituellement, sans la concertation nécessaire, sans le dialogue nécessaire avec les diverses composantes de la ville, les associations, les organisations professionnelles, les habitants dans tous les quartiers, et qui se fait également en focalisant l'attention sur le centre, les quartiers qui vont bien finalement, et en oubliant ceux qui vont moins bien, les quartiers populaires périphériques, où là on jette un voile, on n'en parle pas, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On pense que c'est pas bon ça pour les équilibres de la ville et c'est pas bon pour vivre ensemble dans la ville. Ce samedi, au cours du conseil municipal, 108 dossiers seront présentés et les élus communistes demanderont la parole et espèrent être entendus. Une séance du conseil municipal de Nîmes qui sera présidée par Jean-Paul Fournier, qui, en sa qualité de sénateur du Gard, vient de déposer un amendement en faveur des gestionnaires des ouvrages de protection contre les inondations et qui devrait avoir le soutien du gouvernement. En effet, le sénateur maire de Nîmes ainsi que le député maire du Grau-du-Roi, Étienne Mourru, avaient saisi conjointement le ministère de l'écologie suite à la condamnation du CIMADREM par le tribunal administratif de Nîmes à indemniser un propriétaire victime d'une brèche dans une digue du Rhône entre les communes de Saint-Gilles et de Silvéréal. C'était en 2003.
Le début de l'automne suggère encore et toujours la saison des vendanges, parfois tardives et nouvellement communes pour plusieurs viticulteurs du département. C'est sous la bannière des vignerons créateurs que plusieurs viticulteurs se sont réunis afin de conjuguer talent et savoir-faire dans l'intérêt commun de leurs exploitations respectives. Autour des raisins, l'union fait la force afin de rendre encore plus crédibles les actions entreprises par les professionnels gardois du vin. Les détails et les explications de Nicolas Penchino. Une dernière parcelle à la main pour finir les vendanges 2009. Ce vendredi matin, du côté de Jonquière-Saint-Vincent, l'ambiance était à la camaraderie. Depuis 2 mois, les caves coopératives de Bellegarde, Jonquière, Monduel et Saint-Gilles se sont réunies sous une entité commune, les vignerons créateurs. On est environ 160 viticulteurs, sachant que c'est une chose qui varie chaque année. Et en surface, on doit être autour de 1600 hectares. Ça fait à peu près une plantation moyenne de 10 hectares par producteur. S'unir pour être plus fort dans la négociation, c'est ce qu'ont souhaité les viticulteurs gardois. Et dans cette démarche, les vignerons créateurs se sont également rapprochés de la cave de Corconne autour d'une société de distribution, Wineway, les vins côté sud. Tout seul dans notre coin, on devenait trop petit aussi pour se développer. Et aujourd'hui, grâce à Wineway, on arrive à regrouper toutes les appellations du Gard. Puisque nous, Corconne est en Pic Saint-Loup, Coteaux du Languedoc, et Jonquière est en Costière de Nîmes et Côte-du-Rhône. Donc on réunit toutes les appellations du Gard. 10 à 20% de volume en moins dû à la sécheresse de l'été. Mais pour leur première vendange commune, les viticulteurs de Bellegarde, Jonquière, Monduel et Saint-Gilles vont pouvoir compter sur la qualité. C'est ce qu'on a fait de mieux depuis pas mal de temps. Je crois qu'on se rapproche à peu près des millésimes qui étaient en 98. Voilà, c'est des millésimes qui étaient excellents et qui avaient permis à beaucoup de caves de se relancer. Cette année, nous aurons certainement des veines de garde. Donc tout est fait pour que le marché se relève. Mais bon, nous ne sommes pas les seuls acteurs. Face à la concurrence mondiale, chacun s'organise, certains se regroupent, comme ici à la cave des vignerons créateurs, où les 160 coopérateurs estiment à 105 000 hectolitres la production 2009. Autre événement du week-end à venir, une grande marche de protestation est annoncée demain après-midi entre Beaucaire et Tarascon à l'initiative du collectif Provenço. À travers ce rassemblement, le collectif, rejoint par l'Union provençale et d'autres associations du Grand Sud, entend de manifester leur opposition au fait que la langue provençale soit considérée comme un simple dialecte occitan et non comme une langue à part entière. Une manifestation pour laquelle de nombreux élus des 2 rives du Rhône ont annoncé leur participation. Et puis vous l'avez certainement suivi dans la première partie de ces aléas du direct avec Pierre-Paul Castelli. Le festival du jazz au cœur de l'Agglo a démarré hier soir par une avant-première pour le moins originale. Sur la scène installée au siège de Nîmes Métropole, on a retrouvé quelques artistes musiciens qui vont officier lors de ce cycle, qui rencontre, vous savez, un succès croissant dans les communes de l'agglomération nîmoise. Aux côtés de ces derniers, on retrouvait 3 élus chevronnés et passionnés de jazz, musiciens en dehors de leur mandat électoral. Ainsi, les spectateurs présents ont pu découvrir le talent du maire de la Calmette, Jacques Boleg, mais aussi celui de Jean-Max Bayou, conseiller municipal à Caveyrac, ou encore d'un grand passionné de jazz, clarinettiste de talent. Et j'ai nommé monsieur le maire de Clarensac, Georges Bazin. Un festival de l'Agglo au rythme du jazz qui se poursuit ce soir à la salle des fêtes de Redescend avec à partir de 20h30 Micho Swing et le Hervé Céline Tentet. Demain soir, samedi 3 octobre, rendez-vous au foyer de Clarensac. Et puis dimanche soir, à l'église de Lédenon, toujours des concerts qui sont proposés aux habitants de l'agglomération de Nîmes Métropole ainsi que le 2009 du festival jazz qui devrait voir la confirmation du succès populaire et grandissant des précédentes éditions. Et je vous propose d'écouter la clarinette de Georges Bazin, maire de Clarensac. Au chapitre sportif, on a appris la mort en début d'après-midi du père de Djibril Cissé, décédé des suites d'une longue maladie. Mangué Cissé, qui avait été international ivoirien, avait également porté les couleurs de l'AC Arles, où il avait évolué dans les années 70 au poste d'attaquant.
Ce soir aura lieu la 9e journée de Ligue 2 avec plusieurs matchs qui débuteront à 20h. L'AC Arles-Avignon se déplace sur la pelouse d'Istres dans le cadre d'un premier derby provençal des plus attendus entre les deux formations qui évoluaient l'an passé en national. Les Arlésiens qui devront se méfier d'une formation istréenne en difficulté et qui pointe au 15e rang à seulement 3 points des hommes de Michel Estévan. Et puis toujours à 20h, mais au Costières, cette fois à la réception par le Nîmes Olympique de Lanavant-Guingamp. Victoire impérative pour les hommes de Jean-Michel Cavalli qui en découdront face à une équipe guingampaise peu à l'aise à l'extérieur et qui occupe actuellement la 10e place du classement à seulement 3 points des Crocos. Et puis toujours au niveau de l'info sportive, on a appris en fin d'après-midi, une mauvaise nouvelle pour les joueuses du HBCN. Il s'agit du forfait de Mariama Segnaté qui ne pourra jouer le match de Coupe d'Europe ce week-end à Oslo suite à une blessure qui va l'éloigner momentanément des parquets. Enfin, une dernière information à caractère taurin. Elle concerne bien la publication du programme du nouveau concours d'Acoso Ideribo sur la plage Est des Saintes-Maries-de-la-Mer. 2 séances seront prévues les samedis 31 octobre et dimanche 1er novembre de 10h30 à 13h sur cette plage Est saintoise. Et puis le samedi 31 octobre, un grand festival sera organisé aux arènes municipales des Saintes-Maries-de-la-Mer à partir de 15h30 avec des novillos de Antonio Paia pour le rejoneador José Luis Cañaveral et les matadors Davila Miura, El Juli, Juan Bautista, Mathias Terrella ainsi que le noviero Thomas Joubert. Voilà, c'est la fin de cette édition du vendredi 2 octobre. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez le carrousel, la rediffusion bien évidemment de ce journal et puis votre soirée du vendredi avec les aléas du direct entièrement dédiés à la musique et au jazz au cœur de l'agglo. Une émission qui vous sera présentée par Pierre-Paul Castelli. Merci de votre fidélité à Télémiroir et très bon week-end à tous. Au revoir.